Hey, bonjour, c'est Robin du podcast de l'externe, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit item de cardiologie, enfin un gros item même, sur l'insuffisance cardiaque de l'adulte, puisque de l'enfant, mais c'est plutôt rare, et puis c'est rarement... c'est rarement quoi je ne vais pas commencer à sortir des explications, c'est de l'adulte, point, c'est tout. Allez, donc on commence par l'épidémiologie. Et donc, connaître un petit peu les chiffres qui concernent l'insuffisance cardiaque. On observe une prévalence de 1 et 2%. Une prévalence entre 1 et 2%, j'imagine plutôt. L'âge moyen est de 70 à 80 ans. À prédominance masculine. Une mortalité importante, c'est-à-dire 10% de mortalité à 1 an. Effectivement. Et il faut savoir que 50% des insuffisances cardiaques sont avec une FE préservée. FE, c'est quoi ? C'est l'abréviation de fraction d'éjection. Donc 50% ont une FE préservée et des comorbidités en rapport avec le vieillissement cardiovasculaire. Donc c'est dans le cadre de l'insuffisance rénale, par exemple, le cadre du syndrome métabolique avec diabète de type 2 et obésité, pathologie pulmonaire avec syndrome d'apnée du sommeil et dans le cas de l'anémie. Voilà, donc tout ça, c'est des causes d'insuffisance cardiaque avec FE préservée et donc qui sont toutes liées avec le vieillissement cardiovasculaire. Le vieillissement de la population et la meilleure prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire justement et des événements coronariens vont aboutir à une augmentation croissante de la prévalence. Voilà, puisque les personnes vivent plus âgées et quand même leur appareil cardiovasculaire vieillit de plus en plus, donc il y aura de plus en plus d'insuffisance cardiaque. Alors, on va parler un petit peu définition, parce que je sais que vous adorez ça. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs en plus. Donc il y a plusieurs définitions qui coexistent. Donc on va commencer d'un point de vue physiopathologique. L'insuffisance cardiaque, c'est défini comme une incapacité du cœur à délivrer un débit suffisant aux besoins de l'organisme ou à fonctionner avec des pressions de remplissage normales. On dispose aussi d'une définition plus universelle de l'insuffisance cardiaque. Et donc là, il s'agit d'un syndrome clinique avec des symptômes passés ou présents d'insuffisance cardiaque. Quels sont ces symptômes ? On va les voir plus tard, mais rapidement, ça va être la dyspnée, la fatigue. Voilà. Et donc tous ces symptômes cliniques vont être causés par une anomalie cardiaque structurelle et ou fonctionnelle, et ce qui va être confirmé par plusieurs éléments. On va avoir tout d'abord des signes cliniques d'insuffisance cardiaque, donc des crépitants à l'auscultation, des œdèmes des chevilles, une turgescence jugulaire, etc. On aura un deuxième élément qui va le confirmer, ça sera un taux élevé de peptides natriurétiques, qu'on appelle aussi le BNP. Et on aura des signes radiologiques, échocardiographiques et hémodynamiques. Voilà, donc là, ça sera un argument d'imagerie. On va classer l'insuffisance cardiaque en fonction du niveau de fraction d'éjection ventriculaire, la FVG, donc du ventricule gauche, qui correspond à la proportion de sang éjecté à chaque battement, qui est rapporté au volume ventriculaire télédiastolique, c'est-à-dire en fin de diastole, c'est-à-dire au moment où il est le plus rempli. Donc la FVG en pourcent, si on veut faire un petit peu de maths, ça va être le volume télédiastolique, donc le volume du ventricule gauche au moment où il a fait sa diastole, où il s'est relâché, et donc au moment où il est le plus rempli. Donc c'est ce volume télédiastolique moins le volume télésystolique en fin de systole, là où il est le plus contracté. Donc là on aura la différence entre les deux. Et tout ça c'est divisé par le volume télédiastolique, donc on le rapporte sur le volume maximal que peut recevoir le ventricule gauche au moment où il est le plus rempli. Et donc ça donne la FVG, la fraction d'éjection en pourcentage. Et on distingue classiquement 3 types d'insuffisance cardiaque avec l'aide de ce FVG. On aura l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Donc là on aura un FVG qui sera inférieur ou égal à 40%, qui est provoqué souvent par une défaillance de la contraction du myocarde. On aura ensuite l'insuffisance cardiaque systolique, ou à fraction d'éjection légèrement réduite, donc là c'est entre 41 et 49%, qui va associer généralement les caractéristiques des deux autres types,
un peu de défaillance de contraction du myocarde et un peu de défaillance du remplissage du ventricule gauche. Et donc justement, cette défaillance du remplissage du ventricule gauche va entraîner une insuffisance cardiaque diastolique ou à fraction d'éjection préservée, avec une FEVG qui est supérieure ou égale à 50%. Donc là, c'est un défaut de relaxation ou de compliance du ventricule gauche, en fait, qui va mal se remplir. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on aura un volume éjecté qui sera cohérent avec le volume initial. Donc le rapport du volume éjecté sur le volume initial sera bon, plus de 50%, mais en fait ce sera le volume initial qui sera pas adéquat. C'est pour ça qu'on va parler d'insuffisance cardiaque diastolique, de diastole. La diastole ne sera pas suffisamment efficace, et donc on n'aura pas le volume suffisant de sang de base en fait. Voilà. Donc cette définition de l'insuffisance cardiaque a des implications thérapeutiques, car l'essentiel des possibilités thérapeutiques vont concerner l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Celle qui a donc un FEVG inférieur à, si vous avez bien suivi, 40%. Et oui. Il y a un petit schéma qui le rappelle avec la petite formule mathématique, je vais vous le mettre, ça ne mange pas de pain. Voilà, ça permet de bien fixer les choses, c'est plus parlant qu'à l'oral, où expliquer une formule mathématique à l'oral, c'est rarement de bons pronostics, on va dire. Alors, on va commencer à parler un petit peu des cas particuliers d'insuffisance cardiaque, les cas plus graves, et notamment l'œdème aigu pulmonaire qu'on appelle l'OAP cardiogénique, c'est-à-dire lié au cœur. Parce qu'on a des OAP qui ne sont pas dus au cœur. Peut-être qu'on les verra plus tard, on va voir. Donc la définition physiopathologique de l'OAP cardiogénique, qu'est-ce que c'est ? C'est un état de détresse respiratoire aiguë, de survenue brutale, en rapport avec une élévation des pressions de remplissage ventriculaire gauche. Donc, état de détresse respiratoire aiguë, le patient respire mal, de manière brutale. Pourquoi ? Parce qu'il y a une élévation des pressions de remplissage du ventricule gauche. L'insuffisance cardiaque entraîne une augmentation brutale des pressions de remplissage ventriculaire gauche. Cette augmentation de pression du ventricule gauche va s'associer à une augmentation de pression au niveau de l'oreillette gauche. Voilà, c'est ce qu'il y a en amont, qui va aussi augmenter en pression, forcément. C'est une relation de cause à effet. Et du coup, ça va aussi s'augmenter encore plus en amont au niveau des capillaires pulmonaires, supérieure à 25 mm de mercure. Cette pression va être supérieure à la pression oncotique interstitielle. La pression oncotique interstitielle, si on se rappelle nos cours un peu de physiologie, et bien en fait c'est la pression qui va retenir les fluides à l'intérieur du vaisseau. Et donc lorsque la pression, il me semble que c'était hydrostatique, c'est la pression exercée par les fluides à l'intérieur. Lorsqu'elle dépasse la pression qui retient les fluides à l'intérieur, et bien justement les fluides vont sortir du vaisseau, ce qui va aboutir à la formation d'un transsudat dans les alvéoles pulmonaires. Celles-ci vont donc être inondées entre guillemets et l'hématose est altérée. L'hématose, c'est l'oxygénation du sang au niveau justement des alvéoles pulmonaires. Quelques remarques à ce sujet. L'OAP va se traduire par une altération des échanges gazeux, donc une altération de l'hématose, comme on vient de le dire, ce qui va aboutir à une hypoxémie, une diminution de la concentration partielle en oxygène du sang. Il est associé à un mécanisme compensatoire qui se traduit par une hyperventilation, d'où initialement la présence d'une hypocapnie. Quand on hyperventile, on rejette plus de CO2 et donc on a une hypocapnie. Le tableau clinique d'insuffisance respiratoire aiguë va donc associer une dyspnée avec une orthopnée, c'est-à-dire une dyspnée quand on est allongé, des expectorations mousseuses, pourquoi ? Parce qu'on a du liquide dans les alvéoles qui ne devrait pas être là, et qui va être expectoré, donc craché. Ça va aussi associer de l'anxiété avec de l'agitation, des sueurs, les sueurs qui vont être aussi majorées par l'hypocapnie. La cyanose périphérique, les extrémités vont être pâles, voire bleutées.
liées à l'hypoxémie, et on aura des râles crépitants à l'auscultation pulmonaire, liés en fait au liquide qu'il y a dans les alvéoles. Ça va faire comme quand on souffle dans un verre d'eau avec une paille, ça va faire des petites bulles. Et c'est donc une urgence thérapeutique, voilà pour l'OAP cardiogénique. Alors, l'OAP cardiogénique, il peut mener au choc cardiogénique. Et donc, on vient à cette définition-là. Le choc cardiogénique, c'est défini par l'incapacité cardiaque à générer un débit sanguin suffisant qui va permettre de répondre aux besoins métaboliques des organes périphériques. Donc, en fait, la baisse du débit cardiaque, elle va entraîner une hypoperfusion et une anoxie tissulaire, c'est-à-dire pas suffisamment d'oxygène dans les tissus, ce qui va induire une défaillance des organes périphériques concernés, en priorité le rein, les reins même, le foie et le cerveau. Rein, foie, cerveau, ça c'est le trio des organes qui vont le plus souffrir de l'hypoxie, voire l'anoxie tissulaire. La définition clinique habituelle du choc cardiogénique, ça comprend une pression artérielle systolique qui est inférieure à 90 mm de mercure, un débit urinaire inférieur à 30 ml par heure, donc oligurie, et ou des extrémités froides, un index cardiaque inférieur à 2,2 litres par minute par mètre carré, avec une pression capillaire qui est supérieure à 15 mm de mercure. La première cause de choc cardiogénique, c'est l'infarctus du myocarde. Voilà, donc je dis que c'était l'OAP, c'est pas la première cause, c'est une des causes. Première cause du choc cardiogénique, infarctus du myocarde. Pourquoi ? Parce que il y a le muscle cardiaque qui se nécrose et qui ne peut plus contracter convenablement et donc envoyer le débit adéquat. Alors, on va parler un peu plus précisément de physiopathologie de l'insuffisance cardiaque en distinguant la gauche et la droite. Donc, on va commencer par l'insuffisance cardiaque gauche, qui est la plus importante. La définition, c'est l'insuffisance cardiaque où l'atteinte primitive concerne le ventricule gauche. Donc, c'est une origine à gauche du cœur. Il y a plusieurs déterminants du débit cardiaque. On va donner quelques définitions pour mieux comprendre. Bon, je vais aller rapidement là-dessus, parce que c'est des trucs vraiment basiques qu'on a appris normalement avant l'externat, et donc là, c'est vraiment des rappels. Putain, je suis le prof, quand je dis ça, c'est terrible. Alors, le volume télédiastolique, on en a un petit peu parlé, c'est le volume dans le sang, le volume de sang contenu dans les ventricules à la fin de la diastole ventriculaire. Donc télé, ça veut dire à la fin. Ne me demandez pas pourquoi, ça doit venir du grec sans doute ou du latin. Donc c'est environ 160 ml et c'est aussi ce qu'on appelle le volume précharge. Le volume télésystolique, c'est le volume de sang contenu dans les ventricules à la fin de chaque systole, environ 60 ml et c'est le volume post-charge. Le volume d'éjection systolique, c'est le volume de sang éjecté du cœur par les ventricules à chaque contraction. C'est ce petit calcul dont on se sert dans le calcul du FEVG. C'est le numérateur. Et donc le volume d'éjection systolique, c'est le volume télédiastolique moins le volume télésystolique. C'est une petite soustraction basique. Et donc ensuite la fraction d'éjection qui s'exprime en pourcentage, la FEVG, c'est donc ce volume d'éjection systolique, donc télédiastolique moins télésystolique, divisé par le télédiastolique. Voilà, c'est à l'oral, je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais c'est un petit calcul tout simple. C'est une fraction d'éjection, c'est un pourcentage d'éjection, voilà. La fréquence cardiaque, donc elle exprime un battement par minute, une moyenne de 60 à 70, bon ça c'est vraiment une valeur lambda, ça peut aller de 30 pour les plus sportifs à 100 pour les tachycardes de base, voilà, les personnes souvent très sédentaires. Le débit cardiaque va être un volume de sang expulsé par chaque ventricule par unité de temps, donc à distinguer du volume d'éjection systolique. En gros, c'est le volume d'éjection systolique sur une unité de temps. Donc ça, c'est exprimé en litres par minute, et donc ce débit, ça va être le volume d'éjection systolique, justement, fois la fréquence cardiaque. Parce que la fréquence cardiaque est en unité de temps.
des battements par minute. Le débit moyen, c'est à peu près 5 litres par minute. Voilà. Si on reprend toutes les valeurs qu'on a dit, on a le volume d'éjection systolique, c'est en moyenne 100 ml. Si on prend des battements de 60 par minute, ça fait qu'on a 60 fois 100 ml par minute, ça fait 6 litres normalement. Voilà. Donc là, on part du principe qu'il y a 100 ml pour 50 battements en disant 5 litres par minute. Voilà, c'est juste des petits maths comme ça, pour se stimuler un peu la gueule. Le volume d'éjection systolique, il va dépendre de propriétés intrinsèques cardiaques, l'inotropie et la compliance. Il y a une petite figure en dessous que j'essaierai de mettre si je m'en rappelle. Ces propriétés, donc inotropie et compliance, vont être altérées en cas d'insuffisance cardiaque. Ça va aussi dépendre, le volume d'éjection systolique, des conditions de charge ventriculaire. La précharge, elle correspond aux conditions de remplissage ventriculaire en diastole. La post-charge, elle correspond aux conditions d'éjection ventriculaire en systole, du coup. Donc voilà, précharge, post-charge, c'est des choses importantes aussi, qui vont pouvoir interagir avec le volume d'éjection systolique. Voilà, bon, là il y a une petite courbe qui représente un petit peu la compliance, l'inotropie, la télédiastole, la télésystole. Je ne sais pas si je le mettrai finalement parce que c'est pas super clair, je trouve. Ouais, bon, je trouve ça embrouille un peu. Alors, donc ça c'était les déterminants du débit cardiaque. Ensuite, il peut y avoir un remodelage du myocarde généralement, du cœur plus généralement aussi. Donc la définition du remodelage, c'est la conséquence d'une atteinte cardiaque. Il va s'agir d'un ensemble de modifications d'expression génomique qui vont entraîner des changements moléculaires, cellulaires et interstitiels qui se manifestent cliniquement, donc plus concrètement par des changements de taille, de forme et de fonction du cœur. Donc, le cœur il va adapter sa taille, sa forme et sa fonction en fonction de l'atteinte cardiaque associée. Ce remodelage il est présent quelle que soit la cause de l'insuffisance cardiaque. Il a pour conséquence une augmentation à court terme de l'inotropie, donc la puissance de contraction du myocarde, ou du volume d'éjection cardiaque. Ça, c'est à court terme. Donc c'est plutôt bénéfique. À long terme, par contre, c'est associé à une altération de la géométrie et de la fonction ventriculaire. Et ça met en jeu plusieurs phénomènes. Donc on aura premièrement une activation neuro-hormonale, une altération du métabolisme calcique et mitochondrial, une fibrose interstitielle, une hypertrophie et voire une mort cellulaire. Donc à long terme, c'est pas fou. Ça, c'est le remodelage. Après, la désynchronisation et l'arythmie. Donc, pourquoi on va parler de ça? Un petit peu de contexte. L'insuffisance cardiaque, elle va s'accompagner de modifications fréquentes de l'activation électrique cardiaque. Par exemple, c'est rare qu'un patient insuffisant cardiaque ait un ECG strictement normal. Il y a des petites modifications de l'activité électrique du cœur dans l'insuffisance cardiaque. Donc, ces modifications, ça va être de la désynchronisation et des arythmies. La désynchronisation, c'est les troubles électriques de l'activation du ventricule, qu'on retrouve dans les BAV notamment, du premier degré, les blocs de branche gauche, ce qui va avoir des conséquences hémodynamiques. Pourquoi ? Parce qu'on a une diminution de la durée de la diastole dans le cycle cardiaque, avec un retard de la contraction de la paroi latérale sur la paroi septale en systole. Pourquoi ? Parce que la paroi septale, elle ne bouge pas, c'est la paroi entre la partie droite et la partie gauche du cœur. Et en fait, c'est la paroi latérale, la partie gauche, qui va venir s'écraser vers la paroi septale pour expulser le sang du ventricule gauche. Et donc, quand on a un retard de contraction de la paroi latérale, on aura moins de temps pour envoyer le sang. Donc, cette désynchronisation, elle peut être corrigée par des techniques de stimulation spécifiques comme la resynchronisation. Ensuite, les arythmies. Je dis les parce qu'il y en a plusieurs types. Donc là, en fait, l'ensemble des modifications rencontrées dans l'insuffisance cardiaque, ce dont on a un peu parlé, l'altération du ventricule, l'activation neuro-hormonale, la présence aussi de gâchettes électriques, tout
tout ça, ça va favoriser la survenue d'arythmies ventriculaires, donc extrasystole, tachycardie, fibrillation, donc la ventriculaire, on parle, et ces arythmies, du coup, peuvent être mal tolérées et entraîner une mort subite. Elles peuvent être prévenues en cas d'insuffisance cardiaque sévère par la mise en place de systèmes de défibrillation. Donc c'est tout ce qui est DAI, les défibrillateurs automatiques implantables. Voilà pour un petit peu la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque gauche. Et on va voir maintenant rapidement l'insuffisance cardiaque droite. Et je vais boire un petit peu d'eau pour me dessécher la bouche. Je vous invite à faire de même si vous avez un petit peu d'eau sous la main. Si vous n'en avez pas, c'est le moment d'aller chercher un petit thé, un petit verre, voilà, un petit café. Ça fait toujours plaisir. Allez, on reprend avec l'insuffisance cardiaque droite. L'insuffisance cardiaque droite peut être secondaire à une atteinte intrinsèque du ventricule droit, comme un peu pour l'insuffisance cardiaque gauche, ou ça peut aussi être dû à une élévation de la post-charge ventriculaire droite du fait d'une hypertension pulmonaire précapillaire ou d'une hypertension pulmonaire post-capillaire, elle-même liée à une insuffisance cardiaque gauche, ce qui est la cause la plus fréquente. Et donc ça, c'est une insuffisance cardiaque qu'on appelle mixte ou globale. C'est-à-dire que c'est une insuffisance cardiaque gauche qui retentit sur le système artériel pulmonaire. Et donc, comme il y aura une hypertension pulmonaire, ça va retentir sur le ventricule droit qui envoie lui-même le sang à l'appareil pulmonaire, par l'artère pulmonaire. Où j'en étais? Donc voilà, les conséquences de cette insuffisance cardiaque droite, ça va être bien un remodelage du ventricule droit, notamment hypertrophie, dilatation et dysfonction. Et il y aura aussi des signes d'insuffisance cardiaque droite qui seront cliniques, notamment les OMI, les œdèmes des membres inférieurs, une turgescence jugulaire avec dans les stades tardifs une acite et une insuffisance hépatocellulaire. Parce qu'il y aura une hypertension dans les voies portales, donc dans les vaisseaux qui passent par le foie. Donc là, tout le même blabla connu de l'OAP, on aura une pression hydrostatique qui sera supérieure à la pression oncotique, du coup les fluides vont sortir des vaisseaux, c'est ce qui va former l'acide, et comme il n'y aura pas assez d'oxygène au foie, il y aura une insuffisance hépatocellulaire, tout simplement. Et du coup l'imagerie va retrouver une dilatation de la veine cave inférieure et un reflux de sang dans les veines sus-hépatiques. Voilà, c'est un peu ce que je viens de dire en plus stylé. Enfin, le texte de la fiche Lisa est plus stylé que mon explication. Mais bon, moi, ça a le mérite d'être un peu plus vulgarisé. Allez, donc on va voir un petit peu maintenant la différence entre OAP cardiogénique et OAP lésionnel. Parce que tout à l'heure, on a parlé du cardiogénique. Donc, l'œdème aigu du poumon, purée, c'est bourré de fautes là, survient quand du liquide plasmatique diffuse dans les espaces extravasculaires pulmonaires, interstitium, alvéole. Il en existe donc deux types. Il y a l'œdème lésionnel par altération de la membrane alvéolo-capillaire. Ça, c'est lié à une augmentation de la perméabilité par l'altération de la membrane alvéolo-capillaire en elle-même. La membrane qui sépare l'alvéole du poumon du capillaire dans lequel passe le sang et où les échanges gazeux se font. Donc dans ce cas-là, d'altération de la membrane alvéolo-capillaire, la pression capillaire pulmonaire, elle est plutôt basse ou normale. Voilà. Le liquide d'œdème, il a une très forte teneur en protides, qui est proche de celle du plasma, et ça va être responsable d'une insuffisance respiratoire aiguë qui peut évoluer vers une fibrose interstitielle, dans notamment le SDRA, le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Voilà, ça c'était pour l'œdème lésionnel par altération de la membrane alvéolo-capillaire. Deuxième type d'OAP, c'est l'œdème pulmonaire cardiogénique, cette fois-ci. Si vous avez un peu suivi la physiopathologie, c'est lié à l'hyperpression capillaire pulmonaire.
Donc en fait, on aura une élévation brutale ou chronique aussi de la pression capillaire pulmonaire. Donc à l'état normal, la pression capillaire pulmonaire, elle est de l'ordre de 7 à 12 mm de mercure, et la pression oncotique, elle est de 25. Pression oncotique, on rappelle, celle qui maintient le liquide dans les vaisseaux, et donc on voit qu'elle est supérieure, donc le liquide reste. Au-delà de 25 mm de mercure, donc quand la pression hydrostatique, ou qu'on appelle, dans ce cas-là, c'est la pression capillaire pulmonaire, lorsqu'elle dépasse les 25 mm de mercure, donc la pression oncotique, eh bien il existe une extravasation de liquide dans le tissu interstitiel, puis dans l'alvéole, qui va conduire à des troubles de l'hématose, donc l'oxygénation du sang, avec donc une hypoxémie et une diminution de la compléance pulmonaire. Alors, voilà, maintenant qu'on a parlé de tout ça, de la physiopathologie, un peu du théorique, on va regarder un petit peu pour les arguments en faveur des principaux diagnostics différentiels, notamment de l'OAP cardiogénique. Donc là, eh bien, toutes les causes d'insuffisance respiratoire aiguë, elles peuvent être évoquées, surtout devant les formes atypiques. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir ? Tout ce qu'on peut imaginer, le SDRA, syndrome de détresse respiratoire aiguë, la crise d'asthme, l'embolie pulmonaire, la décompensation d'une BPCO, une pneumopathie, une tamponnade, un épanchement pleural ou un pneumothorax, une pneumopathie aiguë, une insuffisance respiratoire décompensée. Voilà pour toutes les causes, les diagnostics différentiels dans le cadre d'une insuffisance respiratoire aiguë. Il faut rechercher les symptômes associés en faveur d'une cause non cardiogénique. Donc là, on va citer un peu tout ce qui n'est pas associé à la cause cardiaque. Donc tout ce qui est toux, expectoration, qui sera plutôt en faveur du coup d'une infection bronchopulmonaire, les bruits respiratoires associés, wheezing, cornage, etc., qui sera plutôt lié à une bronchoconstriction, des anomalies auscultatoires, bien qu'il y en a dans l'OAP. Donc là, on cite les crépitants, les sibilants, les râles bronchiques, l'abolition localisée du murmure vésiculaire. Voilà, je mettrai un petit bémol sur les crépitants qu'on peut retrouver dans l'OAP. Les anomalies de percussion thoracique, matité ou tympanisme. Ça, pour le coup, je ne l'ai jamais vraiment expérimenté. C'est plutôt rare. Et les anomalies de palpation. Augmentation ou réduction des vibrations vocales. Ça, c'est encore plus rare, je trouve. Si, ouais, matité, tympanisme, je l'ai déjà utilisé, mais pour le coup, les vibrations vocales, faudra qu'on me montre un jour. Voilà. Et après, tout ce qui est fièvre et signes de phlébite, eh bien, sera plutôt en faveur de processus infectieux ou inflammatoire. Et dans le cas de la phlébite, eh bien, plutôt l'EP, l'embolie pulmonaire. Donc, on va reparler un petit peu des classes d'insuffisance cardiaque. Un peu de rappel, ça fait jamais de mal. Ton apprentissage, c'est l'art de la répétition, comme on dit. Donc, la fraction d'éjection, c'est la fraction de sang éjecté à chaque systole, en pourcentage du volume télédiastolique. La FEVG, c'est le paramètre le plus utilisé pour caractériser la fonction systolique du ventricule gauche et elle est mesurée en échocardiographie. La mesure de la FEVG, elle permet de classer 3 principaux types d'insuffisance cardiaque. On les a vus, allez-y, je vous écoute. Non, je rigole, je vous écoute pas. L'insuffisance cardiaque à FEVG diminuée, si la FEVG est inférieure à 40%, l'insuffisance cardiaque à FEVG conservée si la FEVG est supérieure à 50%, et entre les deux on a quoi ? On a l'insuffisance cardiaque à FEVG modérément altérée. Voilà, c'est un petit entre-deux, si c'est compris, entre 41 et 49%. La différence entre ces deux mécanismes va avoir des implications thérapeutiques, car la majorité des traitements de l'insuffisance cardiaque vont réduire la mortalité. J'ai mal prononcé. Donc, la majorité des traitements de l'insuffisance cardiaque qui réduisent la mortalité ciblent actuellement l'insuffisance cardiaque à FEVG diminuée. Voilà.
Alors, comment on fait les diagnostics positifs de l'insuffisance cardiaque, maintenant qu'on a vu un peu les diagnostics différentiels? Donc, on a principaux signes fonctionnels, tout d'abord, donc c'est la dyspnée, voilà le premier signe, donc notamment à l'effort, qui est le signe clinique le plus commun, mais aussi le moins spécifique, puisqu'on a vu il y a plein d'autres causes de dyspnée. L'orthopnée, là pour le coup, c'est un peu plus spécifique, donc la dyspnée en étant allongée. La dyspnée paroxystique nocturne, c'est un équivalent de subœdème pulmonaire, sub-OAP. Et cette dyspnée se classe selon l'échelle de la NYHA, la New York Heart Association. Donc il y a 4 stades. Le stade 1 de la NYHA, pas de symptômes aux efforts, pas de limitation d'activité physique. Stade 2, on a des symptômes pour des efforts importants, donc la course, la montée de plusieurs étages, une réduction modérée du coût de l'activité physique. Stade 3, on a des symptômes aux efforts modérés cette fois-ci, donc faire sa toilette, faire un peu de ménage, qui va entraîner une réduction marquée d'activité physique pour le coup. Et le stade 4, ça sera des symptômes de repos avec une limitation sévère de l'activité physique. On a d'autres signes associés à la dyspnée. On a donc la fatigue de repos, asthénie, des palpitations, des troubles respiratoires, avec notamment une respiration de Cheyne-Stokes, des signes neurologiques, ça c'est une confusion liée à un bas débit cérébral, et des signes digestifs lorsqu'on a un bas débit digestif. Voilà, donc avec des douleurs abdos, des nausées, des vomissements, etc. On a différents tableaux selon l'insuffisance cardiaque d'origine. Si c'est une insuffisance cardiaque gauche, on aura une dyspnée, des râles crépitants ou sous-crépitants, classiquement bilatéraux, déclive et symétrique, un épanchement pleural, une tachycardie et un tableau d'OAP. On en a déjà parlé, donc voilà, vous savez un peu le tableau d'OAP. L'insuffisance cardiaque droite, ça ne sera pas tout à fait le même tableau. Il y aura dans ce cas-là une surgescence jugulaire, un reflux hépato-jugulaire, c'est-à-dire qu'on appuie sur le foie et bien on voit la veine jugulaire, les veines jugulaires qui se gonflent, parce que ça fait refluer le sang qui est en trop grande quantité au niveau du foie. On aura une hépatomégalie, là pareil, lié au fait qu'il est gonflé de sang un petit peu, il est démacié. Et on aura aussi des œdèmes périphériques qui sont classiquement mous, blancs, indolores, bilatéraux, qui prennent le godet et qui prédominent au niveau des parties déclives du corps. Les membres inférieurs, la région lombaire chez le patient alité, et en fonction du volume, ça remonte plus ou moins haut. Et on pourra aussi avoir une perturbation du bilan hépatique, de l'acide, etc. Donc quand un patient présente à la fois des signes d'insuffisance cardiaque droite et gauche, on dit qu'il est en insuffisance cardiaque globale. L'insuffisance cardiaque droite comme gauche peut se compliquer d'un état de choc cardiogénique. Voilà. Alors, les principaux examens qu'on va proposer dans le cas d'une insuffisance cardiaque. Donc là, le bilan, il a pour but de confirmer le diagnostic, déjà dans un premier temps, mais dans un second temps, il va aussi permettre de retrouver l'étiologie de l'insuffisance cardiaque et d'évaluer son degré de gravité. Donc on va commencer par une prise de sang standard. On va mesurer l'anatrémie, la kaliémie, la créate pour évaluer un peu la fonction rénale, le bilan hépatique pour évaluer la fonction hépatique, la TSH ultra sensible pour voir un petit peu la thyroïde, comment elle fonctionne. On va proposer une numération globulaire, un dosage du fer sérique, d'une ferritinémie, une capacité de transfert de la transférine. On va rechercher une hémochromatose, une carence martiale, et on va doser les troponines. Ensuite, on va doser également le BNP, ou le NT-proBNP, qui est son précurseur. Voilà pour la prise de sang. Une prise de sang, somme toute classique. Ensuite, on va faire un ECG. Donc c'est insuffisant pour établir à lui seul le diagnostic, mais il est rarement normal en cas d'insuffisance cardiaque. Ça peut donner une possible orientation étiologique si par exemple on observe une séquelle d'infarctus du myocarde, une cardiomyopathie spécifique, un trouble du rythme. Voilà. Et les anomalies aspécifiques que l'on retrouve fréquemment, ça peut être de la fibrillation atriale, une hypertrophie ventriculaire gauche, donc
qui signe le remodelage cardiaque. Et on peut aussi avoir un bloc de branche gauche. Anomalie, du coup, de synchronisation. Ensuite, on va passer à l'imagerie. Donc là, en premier lieu, il y aura l'ETT, l'échocardiographie transthoracique. C'est l'examen de référence. Ça doit être réalisé chez tous les patients qui présentent une insuffisance cardiaque. Donc, qu'est-ce qu'on va revoir à l'ETT ? On va analyser un petit peu la géométrie et la fonction segmentaire et globale du ventricule gauche avec une mesure de la valeur de la FEVG. On va rechercher également des valvulopathies. On va évaluer aussi bien sûr la fonction du ventricule droit et on va faire une évaluation hémodynamique. C'est-à-dire qu'on va mesurer le débit cardiaque, la fonction diastolique, donc voir la relaxation, l'évaluation des pressions de remplissage ventriculaire gauche. On va aussi évaluer les pressions pulmonaires, notamment la pression artérielle pulmonaire systolique, par mesure du flux d'insuffisance tricuspide, et l'évaluation des pressions de remplissage du ventricule droit. On va aussi évaluer le péricarde, bien sûr, qu'on va pouvoir voir sur le TT. Voir s'il n'y a pas de péricardite, tamponnade, etc. Ensuite, la coronarographie, donc ça c'est l'examen un peu plus spécialisé, ça va être proposé en cas de dysfonction systolique, de troubles de la cinétique du myocarde, et ou lorsqu'on a une preuve d'ischémie en cas de FEVG normal. Aussi en cas de trouble du rythme ventriculaire ou après une mort subite récupérée. Voilà, c'est pas de trop dans ce cas-là. Ça permet d'éliminer une coronaropathie. Oui, parce que la coronarographie, on n'a pas précisé, c'est on va analyser le réseau des artères coronaires voilà, en injectant un produit dedans, un produit de contraste que l'on va analyser en radio ou en scanner, je ne sais pas exactement. Il y a plusieurs types, mais oui, non, c'est en radio, puisque du coup, un scanner, c'est le coroscanner. Et donc, ça, c'est utilisé chez le sujet jeune, qui va être utilisé pour éviter la réalisation d'une coronarographie, justement. D'autres examens seront proposés en fonction du contexte clinique, l'IRM cardiaque, la scintigraphie osseuse, lorsqu'on suspecte une amylose, une enquête génétique, un cathétérisme droit, etc. Lorsqu'on a un tableau d'OAP cardiogénique, les examens vont être un peu les mêmes, mais on en aura qui vont différer un petit peu. Donc, sachant que aucun des examens qu'on va citer ne devront faire retarder la prise en charge du patient. Ce qui est le plus important, c'est de faire le diagnostic rapide et le prendre en charge. Donc les examens, ça va bien sûr aider, mais si on a une bonne suspicion, on ne va pas faire totalement la totalité des examens pour ne pas retarder. On commence aussi par un bilan sanguin, le iono qui est important, urécréate pour voir la fonction rénale, NFS et bilan hépatique, la base. On va doser les tropos, surtout lorsqu'on a un cas de douleur thoracique ou de modification ECG, ou les deux. On va doser le BNP ou le NT-proBNP pour voir tout simplement l'insuffisance cardiaque en elle-même, l'intensité. On va faire un ECG, une radio du thorax, des gaz du sang artériel, qu'on n'avait pas dans l'insuffisance cardiaque de base. Ça, on peut le rajouter, parce qu'on a une dyspnée, donc il faut voir un peu le retentissement sur les gaz du sang. Et l'échographie cardiaque, donc on fait aussi dans tous les cas. Donc, on va parler plus précisément du BNP, puisqu'on l'a vite fait évoquer, c'est le dosage qui permet de refléter l'insuffisance cardiaque. Donc, on va voir un petit peu son intérêt, ses limites, etc. Le BNP, qui veut dire en anglais Brain Natriurétique Peptide, et son précurseur, le NT-proBNP, sont des peptides qui sont sécrétés par les cardiomyocytes, donc les cellules du myocarde, atriales et ventriculaires, en cas de mise en tension du tissu. Leur valeur, c'est donc le reflet du régime de pression moyenne dans les cavités cardiaques. C'est pour ça que c'est très utile. Les valeurs normales de BNP, inférieures à 100 picogrammes par millilitre, ou de NT-proBNP, inférieures à 300 picogrammes par millilitre,
Donc ces valeurs normales rendent le diagnostic de l'insuffisance cardiaque très improbable lorsqu'on a une dyspnée aiguë. Donc ça a une bonne valeur prédictive négative. Un BNP supérieur à 300 ou un NT-proBNP avec des valeurs seuil qui sont variables selon l'âge. Donc chez les sujets de moins de 50 ans, c'est supérieur à 450. 50 à 75 ans, c'est supérieur à 900. Et c'est supérieur à 1800 pour les plus de 75 ans. Donc ça, c'est des valeurs seuil. Et lorsque c'est au-dessus de ces valeurs, on suspecte quand même fortement une insuffisance cardiaque, qui est le plus probable. Lorsqu'on est entre ces deux seuils, là, on est un peu sur une zone grise. On a un diagnostic incertain, donc on va compléter avec l'échocardiographie notamment. À savoir, pour l'interprétation des taux de pro-BNP ou de BNP tout court, ça va augmenter avec l'âge, notamment chez la femme. Ça va diminuer en cas d'obésité et ça va augmenter en cas d'insuffisance rénale ou de fibrillation atriale. Sachant qu'aussi le traitement par ARNI, angiotensine réceptor néprilysine inhibitor, qui est représenté par l'association sacubitril/valsartan, l'Entresto, c'est du coup un antihypertenseur, et bien ce traitement-là, l'Entresto, va entraîner une hausse des concentrations en BNP qui sera ininterprétable. Par contre, le NT-proBNP, qui n'est pas un substrat de la néprilysine, du coup sa concentration va rester indépendante de la prise du médicament. C'est pour ça que c'est plus intéressant de doser le NT-proBNP quand on ne sait pas quel traitement a le patient. Voilà. Donc l'échocardiographie, on en a parlé, mais un petit rappel, ça permet de diagnostiquer l'insuffisance cardiaque, ça permet de définir le type d'insuffisance cardiaque, le mécanisme, ça permet de rechercher une étiologie, de mesurer la pression de remplissage, de réaliser une surveillance et l'évolution, ça va permettre de poser le pronostic avec la FEVG, et ça permettra aussi d'ajuster le traitement, donc c'est très très important. Il y a différents paramètres qui vont être mesurés. La géométrie et la fonction segmentaire et globale du ventricule gauche, avec la mesure de la valeur de la FEVG. Ça permettra de rechercher des valvulopathies, d'évaluer la géométrie et la fonction du ventricule droit, et de faire une évaluation hémodynamique. Donc mesurer le débit cardiaque, la fonction diastolique, l'évaluation des pressions pulmonaires, notamment la pression artérielle pulmonaire systolique, par la mesure du flux d'insuffisance tricuspide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a une élévation de la pression artérielle pulmonaire, le flux sanguin va refluer dans le ventricule droit, donc par la valve tricuspide. Et ça va permettre aussi d'évaluer les pressions de remplissage du ventricule droit. Et ça permettra aussi, l'échocardio, d'évaluer le péricarde, voir si on a un épanchement, une constriction, etc. Purée, c'est long, hein ? Ah merde, je suis revenu en arrière. Alors, je vais retrouver l'endroit où j'en étais. Tac, voilà, on en était là. Donc, on va voir un petit peu la sémiologie radiographique dans l'OAP. Donc, on a des signes radiologiques qui vont traduire la stase pulmonaire avec un syndrome alvéolo-interstitiel. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir ? Il y aura une redistribution vasculaire de la base vers les sommets. On aura un œdème interstitiel avec des lignes B de Kerley, un aspect flou des gros vaisseaux hilaires et des images réticulo-nodulaires qui prédominent aux bases. On aura un œdème alvéolaire qui se traduira par des opacités floconneuses à contour flou qui partent des îles vers la périphérie, avec un aspect dit en aile de papillon. Ces opacités vont être le plus souvent bilatérales, mais on peut voir des formes unilatérales qui sont trompeuses, notamment quand on a une insuffisance mitrale directionnelle. On aura également des épanchements pleuraux unis ou bilatéraux,
Et on peut avoir un rapport cardio-thoracique augmenté, c'est-à-dire une cardiomégalie, donc une image cardiaque qui fait plus de la moitié de la largeur du thorax. Donc un rapport cardio-thoracique supérieur à 0,5. Là on a une petite image de radio thoracique, d'un œdème aigu du poumon. Voilà. Je vous laisserai aller voir, je le mets plus sur un stop. Je trouve que c'est pas super important. Donc si vous êtes curieux d'aller voir une radio thoracique, allez-y. Putain, je suis revenu en arrière encore. Ah, voilà. Donc les étiologies de l'insuffisance cardiaque gauche. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. De quelques-unes, mais pas de toutes. Donc il y a plusieurs grandes catégories d'étiologie. Il y a les cardiopathies ischémiques, avec ou sans séquelles d'infarctus du myocarde. Et donc là, la dysfonction ventriculaire sur myocarde en situation d'ischémie, mais tout en étant viable, peut être réversible après revascularisation. On a une notion de sidération myocardique. Donc, c'est-à-dire que la dysfonction ventriculaire peut se rattraper après coup, si on a une revascularisation. Voilà, quand c'est pas nécrosé, quand on est au stade juste de sidération. Donc ça, c'est une des premières causes, les cardiopathies ischémiques. Deuxième cause de l'HTA, c'est fréquemment en cause dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Voilà, donc là, c'est plutôt un déficit de remplissage ventriculaire. Les valvulopathies, donc là, toutes les valvulopathies sévères peuvent se compliquer de l'insuffisance cardiaque. Les cardiomyopathies, donc surtout dilatées, primitives, donc sans cause retrouvée, c'est un diagnostic d'élimination. Les cardiomyopathies dilatées familiales, donc là dans 25% des cas c'est un rapport avec une maladie monogénique, une mutation sur un seul gène. Les cardiomyopathies dilatées toxiques, avec l'alcool, les drogues comme la cocaïne notamment. Les myocardites infectieuses auto-immunes, ça c'est la phase aiguë ou c'est une séquelle aussi. On parle des cardiomyopathies dilatées endocrines, notamment les dysthyroïdies. Voilà, ça peut être aussi nutritionnel avec une carence en thiamine et métabolique avec l'hémochromatose. La grossesse, voilà, on peut avoir une cardiomyopathie du postpartum et tout ce qui est iatrogène ou lié aux chimiothérapies, lié aux anthracyclines, l'herceptine, etc. Ça, c'est pour les cardiomyopathies dilatées. Après, on a des cardiomyopathies hypertrophiques. Donc là, ça peut être sarcomérique ou infiltratif, comme l'amylose, la maladie de Fabry. Voilà. Et enfin, les cardiomyopathies restrictives également. Donc l'amylose peut en être une cause, l'hémochromatose aussi, et post-radiothérapie, on peut avoir une cardiomyopathie restrictive, c'est-à-dire qu'on a un volume des cavités qui est inférieur à ce qu'il devrait être. Voilà pour les cardiomyopathies. Après, comme autre étiologie de l'insuffisance cardiaque gauche, on a les troubles du rythme, supraventriculaire et ventriculaire. Donc ça, c'est à l'origine d'insuffisance cardiaque ou de facteurs déclenchants. On a des causes péricardiques. Donc, quand on a un épanchement péricardique abondant, une tamponnade ou une péricardite chronique qui est constrictive, voilà, qui empêche le cœur de bien se dilater pour se remplir. C'est tout à fait logique. Et après, on a des étiologies plus spécifiques de l'insuffisance cardiaque droite. Donc, la première cause d'insuffisance cardiaque droite, c'est l'insuffisance cardiaque gauche. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque globale. Ensuite, l'insuffisance respiratoire chronique, les BPCO, ça peut faire une insuffisance cardiaque droite. L'hypertension artérielle pulmonaire précapillaire et toutes ses causes, donc l'embolie pulmonaire, les anorexigènes, l'HTAP portopulmonaire, une hypertension artérielle pulmonaire paranéoplasique, une maladie véno-occlusive. Voilà, tout ça c'est des causes d'HTAP. La dysplasie arythmogène ventriculaire droite, c'est une cause. Les valvulopathies tricuspidiennes, l'infarctus du ventricule droit, la péricardite chronique constrictive. Ça, c'est tout ce qui est plus spécifique de l'insuffisance cardiaque droite.
Et après, donc on a des facteurs déclenchants à tout ça. On en a vu certains. C'est ce qui va déclencher vraiment ces pathologies du cœur. Ça peut être la FA et les autres troubles du rythme, une poussée hypertensive, une ischémie myocardique ou un syndrome coronarien aigu, des infections, une embolie pulmonaire, de l'anémie, une inobservance thérapeutique et une inobservance des règles du régime hygiéno-diététique, notamment dans le cas d'un écart de régime hyposodé. Voilà. Donc là, on reparle des modalités du diagnostic d'un OAP cardiogénique. On l'a déjà vu à 100%. Voilà, je pense que les rédacteurs ne se sont pas relus et ils ont fait chacun des parties qui se ressemblaient. Donc là, je ne vais pas vous faire l'affront de revenir une troisième fois dessus. On a des signes de gravité de l'OAP que je vais pouvoir vous citer. Là, ça peut être intéressant. Donc ça sera tous les signes de détresse respiratoire aiguë, fréquence respi supérieure à 30 par minute, du tirage, des sueurs profuses, ça c'est des signes d'hypercapnie, de la cyanose, une fréquence cardiaque supérieure à 150 par minute, une normo ou hypercapnie. Voilà, tout ça c'est des signes de détresse respiratoire aiguë. Après on a des signes d'épuisement, aggravation de la cyanose, fréquence respiratoire pour le coup qui est inférieure à 12 par minute, des signes d'OAP qui sont persistants, une confusion. Ça c'est des signes d'épuisement qui viennent juste avant que ça lâche. Les signes de choc, pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure, ou une chute de la pression artérielle de 30 mm de mercure par rapport à la tension artérielle habituelle, des troubles de la conscience, c'est aussi un signe de choc, des marbrures, une hypoperfusion périphérique, une oligurie. Voilà tous les signes de choc que vous connaissez, je pense. Et un autre signe de gravité de l'OAP, c'est le SCA, le syndrome coronarien aigu, donc douleur taux, surélévation du segment ST à l'ECG. Voilà les signes de gravité dans l'OAP. Le traitement d'urgence de l'OAP cardiogénique, ça c'est intéressant. C'est donc une urgence thérapeutique, comme on l'a vu, dont les examens complémentaires ne doivent pas entraver la prise en charge, ou en tout cas la retarder. Donc déjà, ça nécessite une hospitalisation en unité de soins continus, pour un monitorage, etc. Le patient est en position assise et non pas allongée. On lui met en place une voie d'abord veineuse. On met en place un monitorage, donc ça c'est lié aux soins continus, donc fréquence cardiaque, pression artérielle, saturation, scope, pour voir le rythme cardiaque. On va mettre en place une oxygénothérapie à la sonde nasale ou au masque pour un objectif de SAO2 supérieur à 90%. On en vient aux médicaments cette fois-ci, donc on va prescrire des diurétiques, ça c'est le plus important. Donc on va injecter du furosémide, qui est aussi appelé le Lasix, à la dose de 1 mg par kilo, c'est facile, qu'on adapte ensuite en fonction de la diurèse. On va pouvoir injecter des dérivés nitrés, notamment la trinitrine, 1 mg par heure, qu'on adapte à la fonction, en fonction de la pression artérielle. Ça, c'est si la pression artérielle systolique est supérieure à 100 mm de mercure. Pourquoi ? Parce que ça va faire une vasodilatation. Et donc, si la pression sanguine artérielle est déjà basse, ça va la faire chuter encore plus. Donc, c'est pas fou. Et ça, on l'adapte à la fonction, en fonction de la tension artérielle. En cas d'anxiété importante non contrôlée ou de douleur thoracique, on peut proposer de la morphine intraveineuse. Voilà. On va traiter le facteur déclenchant également, dans la mesure du possible. Donc, si on a une fibrillation auriculaire rapide, on va mettre de la digoxine intraveineuse et une anticoagulation efficace pour éviter la formation d'un caillot et l'AVC. On va traiter la poussée hypertensive, voilà, si c'est le cas. Dans tous les cas, on va mettre en place une anticoagulation préventive de manière systématique et curative si on a une FA. Et en cas de non-réponse à tout ce qu'on vient de dire, on va mettre en place une ventilation par une CPAP. Donc c'est la pression continue. Voilà, la pression positive continue.
au niveau des voies respiratoires. Si on a une persistance des signes d'insuffisance respiratoire aiguë et d'épuisement respiratoire, on peut aller jusqu'à l'intubation nasotrachéale et une ventilation invasive pour le coup. Concernant les traitements de fond, on va introduire un traitement bêta-bloquant à distance de l'épisode d'OAP. Voilà, une fois qu'on pourra être sevré de l'oxygène. Et les IEC peuvent être débutés rapidement, notamment si une HTA coexiste. Voilà, il va falloir gérer la tension plus que jamais. Ensuite, on va passer aux mesures hygiéno-diététiques et les principes un peu de l'éducation thérapeutique et de réadaptation cardiaque. Donc, il y aura une modification thérapeutique du mode de vie. Il va falloir mettre en place un régime pauvre en sel, c'est-à-dire bannir la salière de la table, ne plus saler l'eau de cuisson des aliments et remettre au patient une liste détaillée des aliments qui contiennent le plus de sel. L'objectif, c'est d'avoir moins de 5 à 6 grammes de sel par jour. Si vous faites le calcul chez vous, là, vous voyez que vous y êtes très vite, je pense. Il faut une éviction de l'alcool et du tabac, notamment en cas de cardiomyopathie dilatée, qui est supposée d'origine toxique, et avec l'arrêt du tabac pur et simple, hein. Pas de négociation là. Après, bon, c'est le patient qui fait ce qu'il veut, hein, mais en tout cas, en tant que médecin, on ne peut pas lui conseiller de réduire. Là, il faut lui conseiller d'arrêter. On va faire la promotion de l'activité physique aussi. Exercice à encourager. Une activité physique régulière et prolongée à un rythme qui ne souffle pas le malade, initialement. Hein. Après, on peut monter un peu dans les tours. Mais on peut commencer par déjà faire de la marche, c'est déjà pas mal. On va surveiller le poids du patient et les symptômes, avec une pesée régulière qui permet au patient de consulter rapidement s'il identifie une prise de poids de 2 à 3 kg, qui peut être de l'œdème par exemple. Ensuite, concernant le travail et la réinsertion professionnelle, donc le patient va pouvoir poursuivre une activité professionnelle. Je baille, désolé. Donc son activité professionnelle elle est compatible si elle évite les efforts physiques importants, notamment la manutention, le port de charge des bâtiments en travaux publics par exemple. Voilà, certains emplois à risque aussi, les chauffeurs de poids lourds ou de transport en commun, et aussi tout ce qui va concerner les horaires décalés. Ça, il faut l'éviter. En fonction, on peut faire une demande d'invalidité ou un poste adapté, voilà, en fonction de celui qu'il a de base. Les vaccinations, il va falloir les préconiser, notamment la vaccination antigrippale et antipneumococcique, parce que ce sont des patients qui rentrent dans la catégorie à risque. Et enfin, on va mettre en place un suivi ambulatoire dans le cadre de réseaux de soins, avec une éducation thérapeutique, une télésurveillance et une réadaptation cardiaque. Voilà pour un peu la suite de l'hospitalisation. Tac. Donc là, on va voir un peu les principales classes médicamenteuses pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. Donc, en cas de signe de congestion, on en a parlé, il va falloir prescrire des diurétiques. Il y a les diurétiques de Lens, c'est les plus prescrits. Ils améliorent les symptômes, ils doivent être prescrits à la dose adaptée. La cible, c'est une posologie minimale efficace pour contrôler les signes congestifs. Il va falloir en revanche surveiller la kaliémie, l'anatrémie et la créatininémie pour voir qu'on ne mette pas de troubles ioniques et d'insuffisance rénale. Et on peut prescrire aussi des thiazidiques en association aux diurétiques de Lens lorsqu'on a des œdèmes résistants aux diurétiques de Lens seuls. Ça, c'est pour le traitement symptomatique en cas de signe de congestion. Après, on aura des traitements plutôt cardioprotecteurs en cas d'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection réduite. Donc là, il y a 4 classes qui doivent être introduites progressivement et simultanément. Elles vont réduire à la fois la mortalité, réduire les réhospitalisations, pour insuffisance cardiaque en tout cas, et améliorer les symptômes des patients. Donc, premièrement, on a les IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les ARA2,
les antagonistes de l'angiotensine 2, et qu'on va pouvoir associer à un inhibiteur de l'endopeptidase neutre, le fameux sacubitril/valsartan. Donc ça va être ces classes-là, là, IEC, ARA2, sacubitril. Ça va être initié à faible dose avec une surveillance de la pression artérielle. Ça sera augmenté par paliers successifs à intervalles d'1 à 2 semaines minimum, sous contrôle toujours de la pression artérielle, de la fonction rénale et aussi de la kaliémie. Et on va l'augmenter jusqu'à la dose maximale préconisée si elle est tolérée, ou si c'est pas toléré, jusqu'à la posologie maximale que le patient tolère. La posologie d'entretien usuelle, elle est habituellement atteinte en 1 à 2 mois à peu près. Et lorsqu'on a une intolérance vraie aux IEC, les deux signes d'intolérance, c'est la toux sèche ou un angio-œdème, eh bien on prescrira plutôt un ARA2 qu'un IEC. Ça, c'est la première classe. Deuxième classe, il y a les bêta-bloquants. C'est le traitement de référence en première intention chez les patients en insuffisance cardiaque stable. Le choix des bêta-bloquants est spécifique. Ça sera notamment le carvedilol, le bisoprolol et le nebivolol. Ils vont être initiés à très faible dose, avec toujours la surveillance de la pression artérielle et aussi de l'AFC, de la fréquence cardiaque, parce que c'est chronotrope négatif, ça fait baisser le rythme, c'est bradycarde. Et ils vont être augmentés par paliers successifs, à intervalles d'1 à 2 semaines minimum là aussi, jusqu'à la dose maximale préconisée si elle est tolérée. On va faire une surveillance de la bradycardie ou le trouble de la conduction, en particulier de bloc atrioventriculaire, que ça peut entraîner. Voilà pour les bêta-bloquants. Troisième classe de médicaments cardioprotecteurs, les antagonistes des récepteurs de l'aldostérone. Là, c'est la spironolactone ou l'éplérénone. Donc ça, on le met chez les patients qui ont une fraction d'éjection inférieure à 35%, qui restent symptomatiques et qui peuvent faire l'objet d'un suivi attentif de la fonction rénale et de la kaliémie. Voilà. Ça, c'est seulement si la créate est inférieure à 20-25 mg par litre et la kaliémie inférieure à 5 mmol par litre. Voilà, sinon ça peut le dégénérer. Et enfin, les glyphlosines, là ils ont mis les glyphosines, mais je crois que c'est les glyphlosines. Donc c'est les inhibiteurs des cotransporteurs sodium-glucose de type 2, les ISGLT2, et ça, la prescription se fait quelle que soit la fraction d'éjection et le statut diabétique. Voilà. On peut le mettre dans le diabète, mais là c'est aussi un traitement spécifique de l'insuffisance cardiaque, même si le patient n'est pas diabétique. Ça réduirait la précharge et la post-charge ventriculaire, principalement via un effet diurétique, avec une diurèse osmotique, et une vasodilatation artérielle. C'est le Forxiga. Voilà. Ok. Après, il faudra mettre en place des consultations de suivi et d'éducation thérapeutique. Donc, il faut introduire un apprentissage des signes d'alerte. Il y en a 4. C'est ceux qui vont être représentés par l'acronyme EPON, E-P-O-N. E pour exercice physique. Le P pour se peser régulièrement. Voilà. Le O, ça sera observance du traitement et du suivi. Et N, ne pas trop saler. C'est un peu bancal quand même, je trouve. Et après, il y aura EPOF. Ça, c'est pour les 4 signes d'alerte. Ça sera l'essoufflement, la prise de poids, les œdèmes et la fatigue. Le F pour fatigue. Donc là, voilà, on reprend les mêmes EPO là, pour des choses différentes. Allez, c'est la fête. Donc bon, je trouve que c'est pas fou. Mais en gros, c'est du bon sens, un peu les signes un peu d'alerte. Les patients, je pense que si tu dis EPON, EPOF, ça va le perdre quoi. Ensuite, la réadaptation. Donc ça, c'est important aussi. La définition de l'OMS de la réadaptation, c'est l'ensemble des activités nécessaires pour influencer favorablement le processus évolutif de la maladie, ainsi que pour assurer aux patients la meilleure condition physique, mentale et sociale possible. C'est vraiment
un assemblage de tous les facteurs un peu de guérison, afin qu'ils puissent par leurs propres efforts préserver ou reprendre une place aussi normale que possible dans la vie de la communauté. Ça va permettre donc un réentraînement physique, une optimisation thérapeutique et une éducation thérapeutique. Donc ça, c'est ce qui va favoriser le succès ou pas de la suite un peu de ce qui a été mis en place à l'hôpital. Les indications de cette réadaptation cardiaque, ça sera après un syndrome coronarien aigu, voilà, dans l'angor stable ou après une angioplastie programmée, après une chirurgie cardiaque, c'est indiqué, et aussi lors de la mise en place du traitement de l'insuffisance cardiaque, après une resynchronisation ou après une greffe cardiaque, voilà. La réadaptation cardiovasculaire sera bien adaptée. Voilà, on approche gentiment de la fin, ne vous inquiétez pas. Là, on va parler des principales complications de l'insuffisance cardiaque et la prise en charge de ces complications. Après, on aura les modalités du diagnostic du choc cardiogénique, même si pour moi on l'a déjà vu, donc ça je vous l'épargnerai. Les principes du traitement du choc cardiogénique, là c'est plus important, et on finira par ça. Donc voilà, 2 petites parties, on en a pour 5 minutes grand max. Les principales complications de l'insuffisance cardiaque et leur prise en charge. Je bois juste un petit coup, si vous permettez. Ça fait ce petit bruit de bulle un peu parce que j'ai une gourde Air Up. Donc là j'ai remis un goût, ça faisait 2 ans que j'en avais pas mis. Là j'ai remis un petit goût cerise, bon c'est pas désagréable. C'est mieux que le citron que j'avais avant. Bref, les complications de l'insuffisance cardiaque et comment on les prend en charge. Donc on a dit, l'insuffisance cardiaque c'est une maladie grave avec un fort risque de décès. La mortalité est en moyenne de 50% à 5 ans. On a vu que c'était de 10% à 1 an, donc ça prend 10% par an, on peut estimer. Les causes de décès, ça sera quoi ? Une insuffisance cardiaque chronique réfractaire au traitement, une cachexie cardiaque, un choc cardiogénique qui peut mener à la défaillance multiviscérale. On peut aussi avoir une insuffisance rénale terminale, c'est le syndrome cardio-rénal. Ça vraiment c'est le fléau des services de médecine gériatrique, là où j'étais en stage l'été dernier. Un patient sur 2, globalement sur 3 allait. Il venait pour un syndrome cardio-rénal. Et généralement, ça finissait pas super bien pour lui. Ou alors il rentrait à la maison, il revenait 2 mois après, et puis généralement, il rentrait plus à la maison. Voilà. Soit il finissait au sous-sol, soit il finissait en centre de rééducation. Et généralement, c'était mal parti. Les épisodes d'insuffisance cardiaque aiguë, voilà, qui peuvent mener au décès. Une mort subite secondaire à des troubles du rythme ventriculaire, TV ou FV, tachycardie ou fibrillation ventriculaire. On peut aussi avoir une mort subite par dissociation électromécanique, c'est-à-dire l'impulsion électrique n'entraîne plus de contraction du myocarde. Et des complications thromboemboliques avec des embolies systémiques, notamment dans le cadre d'AVC ou d'embolies pulmonaires liées aux épisodes d'alitement. Ça, c'est les causes de décès à cause des complications de l'insuffisance cardiaque. Alors, les modalités du choc cardiogénique, on les a déjà faites. Je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, les principes du traitement du choc cardiogénique. Là, c'est un peu plus important et on finit par ça. Donc, en cas de choc cardiogénique, on le rappelle, viteuf, pression artérielle inférieure à 90 mm de mercure, oligurie, marbrure cutanée. Voilà, ce combo des 3, là, ça permet d'être quasiment sûr qu'il y a un choc cardiogénique. On va déjà hospitaliser le patient en soins intensifs ou en réanimation médicale. On va mettre une sonde urinaire. On va faire un monitorage invasif de la pression artérielle, c'est-à-dire qu'on va mettre un cathéter radial dans l'artère radiale. On va faire une évaluation de la volémie et adapter le traitement. Donc on va faire un remplissage si on a une hypovolémie. On va mettre des diurétiques si on a une hyperhydratation extracellulaire, qu'on a des signes de surcharge avec des œdèmes, etc.
On va aussi administrer des inotropes et des catécholamines. Inotropes qui vont renforcer la contraction du myocarde. En première intention, ça sera d'une perfusion de dobutamine, qui est un agoniste bêta 1, qui a un effet inotrope positif, donc la dobu. En association, en deuxième ligne, on va mettre de la noradrénaline. Là, c'est pas un agoniste bêta 1, c'est surtout un agoniste alpha, qui va faire une vasoconstriction périphérique lorsqu'on a une vasoplégie. On peut aussi mettre du lévosimendan, ça c'est un sensibilisateur des protéines contractiles au calcium, qui ont à la fois des propriétés inotropes et vasodilatatrices. Ça c'est chez les patients qu'on ne peut pas sevrer des inotropes et pour lesquels il n'y a pas de projet alternatif, assistance ou greffe. Voilà. On va bien sûr traiter l'étiologie ou le facteur déclenchant. Donc si c'est un infarctus, on va faire une revascularisation des coronaires. Si on a un trouble du rythme, on va le traiter par des antiarythmiques, voilà, tout simplement. Et enfin, en cas de non-réponse au traitement, on pourra discuter une contrepulsion intra-aortique dans l'infarctus du myocarde ou une assistance circulatoire, donc de courte durée type ECMO, ou de plus longue assistance, uni ou biventriculaire. On peut aussi discuter d'un cœur artificiel ou d'une greffe cardiaque en urgence. Voilà, ça c'est vraiment dans la phase terminale, on va dire, lorsque tous les autres traitements n'ont pas fonctionné. Voilà, c'est la fin de cet item très important sur l'insuffisance cardiaque. Je pense que je ne l'avais pas fait parce que je le trouvais long et j'avais raison, parce qu'il dure 1h10, purée, j'ai pas eu le temps passer. Donc voilà, maintenant ça c'est fait. C'est un épisode important à écouter et réécouter tout au long de sa carrière, on va dire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Voilà, vous avez vu que là on enchaîne 2 épisodes en peu de temps. J'espère qu'on va rester sur un rythme un peu équivalent. Moi je vous promets pas qu'il y en aura 3 par semaine comme au tout début. Mais bon, je vais essayer quand même de m'y tenir. Au moins 2 par semaine, ça serait bien. Voilà, je vais essayer de reprendre ce rythme-là. En tout cas, si vous m'écoutez jusque-là, c'est vraiment que vous êtes le sang de la veine, les vrais, le noyau dur. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, profitez bien, faites-vous kiffer. Et puis voilà, on se dit à plus. Allez, ciao, ciao, bisous à tous.